Oui, mon point de vue est qu'il faut toujours évidemment respecter les responsables du pays. Lorsque le président de la République arrive devant publiquement à faire une déclaration de cette importance, c'est qu'il est informé en profondeur de ce cas. Vous savez très bien que pour ce genre de choses, il faut que les services de sécurité puissent faire une enquête approfondie. Il faut qu'il y ait des faits réels qui ont été recoupés. Et lorsqu'on arrive avec une analyse qui est cohérente devant un responsable, je crois quand même qu'en ce moment-là, il peut se permettre ce que le président a dit. Donc, on n'a pas à juger ce qu'il a dit. À mon avis, c'est une personne qui est suffisamment informée et il doit avoir certainement des éléments qui peuvent lui permettre de le dire. Donc vous l'encouragez d'aller plus loin? Encourager d'aller plus loin, bien sûr, lorsqu'on a des faits bien accomplis, que les services ont des prouvés avec preuve à l'appui, etc. Donc, si le président lui-même est allé jusqu'à le déclarer, à le dire de manière publique, c'est qu'il a des éléments qui peuvent lui permettre évidemment de confirmer ça. Alors Pierre Longa, dans les mêmes chapitres... Justement, Monsieur le Président, est-ce que c'est pour cette raison que le président refuse de parler avec l'AFC de Corneille Nangaa et le M23 qui fait tout ce qu'il faut en l'est du pays, parce que c'est une idéologie soutenue par Joseph Kabila, entre guillemets? Oui, mais il faut quand même faire un peu attention avec toutes ces rébellions à gauche, à droite, etc. Je ne sais pas si le colonel Nangaa, depuis qu'il fait sa révolution, s'il a donné les raisons, les causes, etc., qui puissent lui permettre d'attaquer militairement son propre pays et disséminer, si vous voulez, le terrorisme dans certaines régions, dans certaines parties du pays. Et tout cela, il y a des morts, les conséquences sont connues de tout le monde, c'est la désolation, c'est la misère, et qui vient s'amplifier sur ce que les plus de 200 groupes armés ont fait à l'est du pays depuis plus de 20 ans. Alors, lorsqu'on arrive évidemment, disons, à cette situation, il est tout à fait normal que les autorités du pays puissent se pencher sur ce cas et puissent également, d'autant plus que la personne dont on parle, c'est une personne qui était avec nous il n'y a pas longtemps. Il a même dirigé, si vous voulez, une commission, une des commissions les plus importantes du pays, s'est occupé des élections, des choses, etc. Donc ça veut dire que la situation n'est pas si simple, ni pour la juger, ni pour la condamner, mais je crois quand même qu'à un moment donné, il faut avoir une ligne de conduite qui puisse permettre, parce que tout ceci démontre tout simplement clairement que n'importe qui à n'importe quel moment peut déclencher une rébellion et puis semer le terrorisme à payer, tout ça, parce que tout simplement parce qu'on ferme les yeux sur ce que certaines personnes font. Alors si à un moment donné on commence à voir quand même, disons, à prendre des mesures très sévères pour ce genre de personnes, je crois que ça peut donner des leçons à beaucoup d'autres qui seraient tentés de faire la même chose. Ça, il faut poser peut-être la question au président de la République, parce que c'est lui qui l'a dit. Mais ce qui est vrai, c'est que le président Kabila, c'est quand même une personne qui a dirigé ce pays pendant plus de 18 ans et qui a un parti politique qui a joué un certain rôle dans le pays. Et vous savez que le président Katumbi, il a fait également la pluie et le beau temps, disons, dans le pays auprès des populations congolaises. Fayoulou, la même chose. Fayoulou a été même candidat au présidentiel et tout cela. Alors, on ne peut pas dire qu'il faut limiter, si vous voulez, les contacts seulement avec ces gens, mais d'une manière générale, on peut dégager que ce sont des personnes qui ont joué un rôle important dans le pays à un moment donné. Ils peuvent très bien contribuer, si vous voulez, à la solution de certains problèmes
qui se posent. Il y en a beaucoup d'autres qu'on peut les citer, mais enfin, on peut peut-être faire une liste illimitée, mais puisqu'il a voulu se limiter à quelques personnages qui ont joué quand même un certain rôle dans ce pays, là, je ne crois pas qu'il s'est trompé d'adresse. Génécoste congolais, on attend, génocide congolais à Kisangani. Votre argumentaire, peut-on dire aujourd'hui que cette reconnaissance entre nier dans l'actif de Félix Tshisekedi parce que c'était quelque chose qui était un peu oublié? Tout à fait, hein, tout à fait. Vous savez, notre pays a connu quand même pas mal des cas malheureux, surtout dans nos provinces, et ce sont nos populations qui sont les plus touchées, ce sont elles qui sont concernées en premier lieu. Eh bien, comme vous venez de le dire, je crois que le cas, ce qui s'est passé à Kisangani, spécialement à cette époque de confrontation entre les armées ougandaises et les armées rwandaises, parfois on est un peu distrait, n'est-ce pas, à ce qui nous arrive dans notre pays, mais lorsqu'à un moment donné, ça revient à la mémoire, je crois quand même que l'initiative qui a été prise à Kisangani, à mon avis, est très bonne. Moi-même, j'ai pu voir quelques images, des témoignages qui ont été faits par certaines personnes qui étaient victimes de cette situation. Et je peux vous assurer qu'on peut se poser la question, mais pourquoi ça devait être comme cela? Pourquoi c'est arrivé comme ça? Une armée rwandaise, une armée ougandaise qui n'ont rien à voir avec le territoire congolais, ils viennent se battre chez nous pour semer la terreur et puis semer même, disons, la désolation. C'est une véritable désolation. Vous avez suivi ce que des jeunes filles, des jeunes mamans, des personnes qui vivaient leur petite vie, etc., qui est déjà très difficile. Et puis on vient vous compliquer cette petite vie avec encore des problèmes qui ne vous concernent pas. Il faut dire que c'est quand même un peu ahurissant. Et on peut faire un parallélisme d'ailleurs avec ce qui se passe à l'est du pays. C'est toujours la même chose. On entre dans un village qui est calme, qui est paisible, hein, qui s'occupe de ces petits problèmes parce que la vie est déjà très compliquée. Alors on arrive, on sème le désordre, on coupe les têtes, on coupe les mains, et puis il y a les mamans enceintes, on ouvre le ventre, etc. Est-ce qu'on mérite tout cela? Et pour quelles raisons est-ce que la population congolaise doit depuis des années subir des conséquences d'une situation dont ils ne sont pas responsables? Cette population de Kisangani à cette époque-là était paisible, elle vivait quand même de leur propre vie, etc. Alors vous avez des armées étrangères qui viennent s'affronter et puis qui viennent de semer cette désolation. Ce n'est pas normal. Et d'ailleurs, ça ne peut pas être accepté par aucun Congolais. Alors le fait que le président de la République a eu cette idée de commémorer quand même ce genre d'événement, parce que ça ne peut pas toujours passer inaperçu. À mon avis, ce sont des choses qui doivent entrer dans l'histoire pour que nos enfants et nos petits-enfants puissent peut-être, disons, s'inspirer de ces événements pour ne plus accepter que ces choses arrivent encore une fois. Comment vous jugez l'attitude de la communauté internationale? Vous savez très bien que le gouvernement rwandais, Kagame en particulier, il a fait de ce génocide pratiquement le soubassement de sa politique nationale et internationale. Et pendant des années, il a fait la propagande, il a fait des discours, il a fait pour que la communauté internationale puisse savoir ce qui est arrivé dans le pays. En ce qui nous concerne, nous parlons de plus de 16 millions de morts depuis une vingtaine d'années. Depuis une vingtaine d'années, enlevons les années de fatigue qui viennent de faire les 5 dernières années. Mais pendant cette période, c'était Kabila qui était au pouvoir et il a fait 18 ans. Et pendant ces 18 ans, est-ce que le gouvernement de Kabila avait insisté sur les conséquences des opérations militaires, etc., des groupes armés à l'est du pays et spécialement des conséquences de l'intervention des armées rwandaises?
pendant plus de 18 ans, eh ben, je crois que même pour certains Quinois ou des Congolais en général, soulever ce problème, c'était un cas exceptionnel. On faisait attention parce qu'il ne fallait pas, ainsi de suite. Mais vous avez vu qu'au moment où le président actuel a pris la chose en main et qu'il est allé jusqu'à l'Assemblée aux Nations Unies, n'est-ce pas, l'Assemblée générale, poser ce problème de manière claire, nette, etc., en indiquant clairement le Rwanda comme étant l'agresseur du pays, eh bien, je crois que les choses ont changé. On a vu les Congolais eux-mêmes prendre conscience de cette situation dans laquelle ils vivaient depuis longtemps. Donc ça dépend un peu, si vous voulez, de l'importance ou de la publicité ou de la propagande que le gouvernement et la population concernée font autour de ces événements. Les événements de l'Est, je peux vous assurer qu'on apprenait tous les jours par la radio, et spécialement la radio Okapi, ce qui arrivait dans les villages là-bas, les tueries qu'il y avait, etc. Mais je peux vous assurer que pour beaucoup de Quinois, beaucoup de Congolais, c'était des fêtes d'hiver. C'était comme des fêtes d'hiver, on entend la nouvelle et puis on passe à autre chose, etc. On donnait même l'impression qu'on n'était pas concerné. Tandis que maintenant, avec la conscientisation du peuple congolais, ça devient un problème national qui concerne les habitants de ce pays. Et alors, en ce moment-là, vous comprenez que certains pays de l'étranger commencent à prendre certaines positions qu'ils ne prenaient pas avant. Vous avez appris le cas de la Suisse, le cas et même les États-Unis d'Amérique qui ont même proposé, si vous voulez, le cessez-le-feu entre ceci, cela, etc. Des choses qui n'arrivaient pas avant. Donc c'est pour vous dire que si vous-même qui êtes concerné par cette situation désolante, vous ne faites rien, vous semblez être distrait, vous semblez ne pas vous préoccuper de votre propre sort, eh bien, les autres aussi se disent, bon, écoutez, ce n'est pas notre problème. Et c'est ça qui s'est passé pendant les 18 ans de Kabila. Lorsqu'il y a un malheur qui vous arrive et que vous vous taisez, vous ne dites rien, ben, bon, les voisins, qu'est-ce qu'ils peuvent imaginer? Ils peuvent toujours imaginer que, bon, ce sont des fêtes d'hiver, puis la personne n'est pas concernée, etc. Peut-on poursuivre les auteurs des crimes aujourd'hui en créant un tribunal pénal international congolais? Ben, vous savez, dans la société, on est toujours confronté avec deux choses, c'est-à-dire le mal et le bien. Il y a la loi, les règles qu'il faut respecter. Alors, ces règles qui sont respectées, c'est opposable à tout le monde. Vous êtes citoyen d'un pays, vous avez des lois, vous avez des règles à suivre, etc. Eh bien, ceux qui suivent ces règles vivent paisiblement. Mais lorsque vous vous écartez de la loi, vous poussez les choses même plus loin, jusqu'à aller faire du mal aux autres, eh bien, la justice punit ces choses-là. Alors, dans le cas d'espèces, évidemment, il y a le mal et le mal. Vous savez, chaque chose, n'est-ce pas, doit être jugée à sa vraie dimension. Aller voler, par exemple, la voiture de quelqu'un, c'est une chose. Mais créer une rébellion dans un village pour tuer des centaines de personnes, ça n'est une autre. Si la loi est là et qu'elle puisse poursuivre tous les malfaiteurs, tous ceux qui font... Mais ce n'est que justice. C'est la justice qui est, en fin de compte, l'élément qui motive, si vous voulez, l'ordre et l'organisation dans une société. Lorsque vous appartenez à une société et que vous respectez la règle, on vous laisse tranquille. Mais lorsque vous vous écartez des règles qui sont établies, vous devenez un danger pour cette population ou pour cette société. Et pour que la paix puisse revenir pour tout le monde, il faut qu'on puisse écarter le mal et ceux qui font le mal. Le gouvernement congolais aujourd'hui accepte le cessez-le-feu demandé par le Rwanda, alors que les militaires des autres pays sont encore dans notre pays. On n'a pas peur que les mêmes événements nous reviennent demain. Oui, bien, cette question, je crois, elle a été posée au président de la République dans l'interview que vous avez parlé tout à l'heure.
Et je crois qu'il avait répondu très clairement. Il a dit que pour ce qui est, disons, de contacts avec des groupes armés ou avec le Rwanda, etc., il n'en est pas question. Mais par contre, il a défini le domaine ou le terrain où il peut y avoir, si vous voulez, une concertation. Par exemple, il a soulevé spécialement le cas des FDLR. Il a compris que, enfin pas compris, mais enfin, le Rwanda a toujours donné comme prétexte, et ça c'est le prétexte évidemment qu'il donne depuis des années, pour faire du mal aux Congolais de l'Est, que ce sont les FDLR, si vous voulez, où la République démocratique du Congo utilise les FDLR pour aller faire. Mais une fois le président leur avait posé la question, je crois que c'était aux Nations Unies là-bas, pour dire, mais est-ce qu'ils peuvent tout simplement nous donner une preuve d'un seul jour où l'armée congolaise et les FDLR ont traversé la frontière pour aller faire des opérations de leur côté. Et je crois que jusqu'à présent, il n'y a pas cette preuve-là. Mais eux, ce qu'ils utilisent comme FDLR, évidemment, c'est un prétexte parce que et tout le monde sait comment les FDLR se sont retrouvés dans notre pays. Je crois que vous le savez. Parce qu'après la prise de pouvoir de Kagame à chose au Rwanda, eh bien, tous ceux qui étaient impliqués dans le génocide, etc., ils avaient fui vers le Congo. Et le Congo, bon, il avait ouvert des portes parce que c'était quand même, disons, des réfugiés. Mais ces gens sont venus et puis il y en a qui sont arrivés jusqu'à Brazzaville et ainsi de suite. Et puis à un moment donné, ils se sont repliés dans les provinces de l'Est. Mais quel est le jour où l'armée congolaise ou le gouvernement congolais a armé ces gens pour qu'ils puissent... Est-ce qu'ils peuvent donner tout simplement une seule preuve d'une opération de FDLR sur le territoire rwandais? Le président avait posé cette question et je crois que quand on regarde ça de près, c'est vrai. Ces gens, ils vivent là-bas, etc. Je ne dis pas qu'ils ne touchent pas à certaines choses, mais d'une manière générale, voilà ce qui se passe. Donc, le prétexte est donné officiellement par le Rwanda pour justifier ces incursions, si vous voulez, sur le territoire congolais. Et ces incursions, évidemment, sont accompagnées du vol de nos minéraux, parce qu'il y a nos minéraux à Ituri, au nord et au sud Kivu. Eh bien, notre coltan, je crois qu'il profite beaucoup plus au Rwanda qu'au peuple congolais, parce qu'ils viennent le prendre de force et ainsi de suite. Donc il y a les minéraux qui sont également derrière, mais pour justifier ce vol et ce banditisme-là derrière les minéraux, eh bien, il cite le cas de FDLR pour avoir... Et pour des personnes qui n'ont pas un esprit d'analyse ou qui n'ont pas le temps de regarder les choses de près, eh bien, ils prennent cet argument comme un argument valable alors qu'il n'en est absolument rien du tout. Il y en a même qui disent que les FDLR de 94 ou de 97, ceux qui avaient fui le Rwanda, mais aujourd'hui, ces gens doivent être dans les 80 ans, d'autres même 90 ans, etc. Et ceux qui sont là, c'est peut-être des jeunes, des enfants qui n'avaient que 5 ou 6 ans. Alors, est-ce que ce sont ces enfants qui avaient 5 ou 6 ou 10 ans à cette époque-là, qui sont devenus aujourd'hui des militaires qui vont combattre? Il y a toujours un peu... Mais quand on fait une propagande, évidemment, c'est la manière de présenter les choses. Et puis, ceux qui ne sont pas bien informés, ils se laissent parfois prendre dans ce mensonge. Comment avez-vous apprécié cette démarche du gouverneur qui est allé voir les chefs d'état-major de l'armée pour qu'ils puissent les seconder dans ce sens-là? Bon, il y a deux choses là-dedans. La première chose, c'est le souci que le gouverneur se fait de la propriété de la ville. Et je crois que c'est très encourageant parce que tout le monde s'attend à ce que les autorités du pays s'occupent quand même de la capitale de la République. Parce qu'effectivement, il y a des poubelles partout, les caniveaux se plaignent de n'importe quoi, les routes ne sont pas du tout praticables.
Les autorités qui ont précédé avaient parlé de Kino Bopeto, tout le monde était content qu'il y a Kino Bopeto allait résoudre les choses, etc. Eh bien, ils ont quitté l'hôtel de ville sans que, en laissant derrière eux une situation qui était même pire qu'avant. Alors, maintenant, le nouveau qui est là propose cette solution-là. Bon, je ne sais pas dans quelle mesure elle va être efficace. Parce que l'armée, c'est une chose, mais l'administration de la province, c'en est une autre. On a une administration, on a un gouvernement provincial, on a des ministres provinciaux, il y a une assemblée provinciale. Ils peuvent très bien s'organiser quand même pour s'occuper de la propriété de la ville. S'ils veulent recourir à l'armée, c'est très bien. Mais ce que je souhaite, c'est qu'ils ne puissent pas aller distraire l'armée, parce que l'armée a quand même, disons, beaucoup d'autres responsabilités. Et surtout la situation de l'Est, parce que même ceux qui s'occupent des génies militaires, mais ils dépendent du haut commandement de l'armée. Alors, est-ce qu'il faut aller maintenant, pendant que ces gens sont en train de s'occuper des problèmes de sécurité nationale, et qui prend de l'ampleur, parce que vous avez parlé tout à l'heure de groupes armés qui n'ont pas encore désarmé. Alors est-ce que c'est en ce moment-là que le haut commandement de l'armée doit se partager entre aller combattre la rébellion et s'occuper de la propriété? Ça, c'est une histoire qu'il faut évidemment regarder de près, tout ça, et voir de quelle manière ils peuvent le résoudre. Merci beaucoup pour la question. Ce que nous souhaitons effectivement, parce qu'un parti politique de la taille de l'UDPS, l'Union pour la démocratie et le progrès social, créée depuis 1982, donc elle a déjà 42 ans d'existence. C'est un parti qui mérite beaucoup mieux que ce que nous voyons à l'heure actuelle. Parce que ce parti a joué son rôle de leader pour rechercher la démocratie dans notre pays et surtout pour atteindre, si vous voulez, ce que nous appelons le bien-être social de la population. Alors pour arriver évidemment à un programme aussi ambitieux, à des résultats palpables pour la population congolaise, il faut évidemment un leadership correct à la tête de ce parti. Et ce qui arrive actuellement, évidemment, ça arrive un peu dans toutes les organisations humaines. Donc il y a toujours des moments de haut et de bas, etc. Mais aujourd'hui, en tout cas, on est en train de vivre vraiment le bas de l'échelle. Alors, il y a des actions qui sont encore pour parler, il y a des personnes qui sont préoccupés par cette situation et qui essayent de trouver des solutions. Déjà dimanche, la Convention démocratique, qui est un des organes importants, si vous voulez, de l'organisation, va faire une rencontre avec le haut cadre du parti pour voir de quelle manière il faut cheminer pour atteindre, si vous voulez, d'éteindre le feu. Parce que ce qui est en train d'arriver actuellement, on ne peut pas être fier de cela pour un parti aussi prestigieux, n'est-ce pas, que l'UDPS. Parce que pour ceux qui l'ignorent, vous savez, l'UDPS, c'est le seul parti au monde, le seul parti politique au monde, et ça je le confirme, parce que j'ai été secrétaire national aux relations extérieures pendant plus de 10 ans. Eh bien, c'est le seul parti politique dans le monde que je connais qui est implanté dans presque tous les pays du monde. Non seulement le parti existe dans la capitale et dans les provinces, ce qui est tout à fait normal, mais vous allez en Afrique du Sud, pratiquement dans toutes les grandes villes de ce pays, vous trouvez l'UDPS. Vous allez en Belgique, en France, en Italie, ou plutôt en Allemagne, en Grande-Bretagne, en Suède, vous pouvez aller vers le nord là-bas, et puis vous traversez les océans pour arriver au Canada, aux États-Unis, eh bien, vous trouverez l'UDPS dans presque toutes les grandes villes.
Pourquoi? Parce que pendant des années, tous les Congolais qui étaient réfugiés dans tous ces pays, la plupart avaient toujours une connexion avec l'UDPS quelque part. Et ils avaient installé des structures et le parti avait fait de manière que ces structures puissent être identiques à celles qui existent au pays, etc. Donc, ils sont décrites dans les statuts et les règlements intérieurs. Et jusqu'aujourd'hui, on vous parlera de l'UDPS, de la diaspora, etc. C'est que réellement, ça existait. Alors, c'est un parti qui a de l'histoire, c'est un parti qui a et même des accomplissements, qui a accompli beaucoup, etc. Et aujourd'hui, ce parti devait se mettre, évidemment, en ligne de bataille pour, disons, soutenir les actions du président de la République. Parce qu'avec ce qui se passe à l'est du pays, avec tous les problèmes qu'on a au plateau de Batéké là-bas, avec des problèmes qu'on a au sud, etc., eh bien, ça demande que la population puisse être encadrée par un parti politique qui a un idéal. L'idéal de ce parti, c'est d'abord l'union, c'est-à-dire réunir tous les Congolais ensemble, parce que dans une certaine union qui voit des choses de la même manière. Mais une fois que ces gens sont ensemble, comme l'hymne national qui dit « Debout Congolais, mais cette union doit se mettre debout pour implanter la démocratie dans notre pays. Et cette démocratie, une fois qu'elle est faite, elle ouvre les portes vers un état de droit, et c'est cet état de droit qui peut garantir le bien-être social de la population. Et on ne peut pas arriver à cet objectif ultime s'il y a des banalités, n'est-ce pas, qui distraient les gens, qui distraient les autorités, etc. Donc, je suis content qu'il y a quand même, disons, quelques têtes pensantes et de bonne volonté qui veulent se mettre ensemble pour arriver quand même à trouver des solutions. Ok, merci Président. Comme qui dirait, bonne chance au parti au pouvoir. Merci beaucoup. Alors merci Président Alexis Moutanda d'avoir répondu à toutes les questions. C'est moi qui vous remercie d'être venu.